En avril 1975, les Khmers rouges sont entrés dans la ville de Phnom Penh, au Cambodge, et ont demandé à la population de sortir de leur maison pour les déporter dans les campagnes. Mais ce n'était pas une simple déportation. La suite, ça a été un génocide, estimé à 2 millions de personnes, dont ma famille. Parmi les derniers survivants de ma famille, ma mère, qui a fini par quitter son pays 7 ans plus tard pour la France, où elle est arrivée en tant que réfugiée. Elle y épousa mon père, venu étudier sa spécialité de médecine à Paris, et dont toute la famille avait également été décimée. Et de leur union, je suis née 1 an plus tard, à Vitry-sur-Seine. Puis la vie a fait qu'à l'âge de 3 ans, mon père nous emmena toutes dans le Nord, à Boulogne-sur-Mer. Les débuts ont été vraiment très difficiles. Son associé de l'époque l'avait abandonné, seul, avec ses dettes, sa femme et ses 3 bébés sur les bras. J'ai vu mon père lutter pour être accepté. Et c'est seulement grâce au soutien de quelques médecins que nous avons toutes pu rester dans le Nord. Pour autant, mon enfance a vraiment été très protégée, portée par le rythme de l'école et celui de ma triple culture. Nous vivions très simplement, mais n'avons jamais manqué de rien. Puis, lorsque j'ai eu 11 ans, ma mère a décidé qu'elle voulait retourner au Cambodge pour rendre visite à des membres de sa famille, avec moi. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en allant là-bas. Mais je suis littéralement tombée amoureuse de cette seconde famille, de cette culture que j'avais l'impression de connaître depuis toujours, et de ce pays qui avait vu naître mes parents. Et à côté de tout ça, j'ai été confrontée pour la première fois à la pauvreté. Car si toutes les personnes qui m'entouraient me souriaient et étaient capables de me donner tout ce qu'elles possédaient, certaines d'entre elles luttaient chaque jour pour de la nourriture, pour un toit ou pour se faire soigner dignement. Cela a été mon premier choc. Plus que jamais, je me rendais compte à quel point ma vie aurait pu être différente si mes parents n'avaient pas décidé de m'élever en France. Attention, je ne dis pas que c'est une chance, car je connais beaucoup de personnes qui ne quitteraient le Cambodge pour rien au monde. Mais cela a été mon premier déclic pour le projet d'entreprise sur lequel je travaille aujourd'hui. Mais revenons d'abord à la suite de l'histoire. Ma vocation professionnelle semblait être tracée depuis ma naissance. Cette photo, c'est moi, à l'âge de 3 mois. Et au dos de cette photo, ma mère avait écrit à mon grand-oncle au Cambodge, en gros, « Je te présente Evelyne. Plus tard, elle sera pharmacienne. » Et en effet, je suis devenue pharmacien. Sauf qu'aux grandes dames de mes parents, ma vocation n'était pas si tracée que ça. J'avançais de poste en poste, de diplôme en diplôme. J'adorais ce que j'apprenais. Mais il me manquait toujours quelque chose. Et je ne pouvais pas m'empêcher de chercher quoi. Mes errances ont fini par me mener en école de commerce, à HEC Paris. Chaque année, là-bas, est organisé un grand prix de marketing. Et au moment où j'y étais, la thématique portait sur le développement durable. J'avoue que plongée dans mes études et dans mon travail au fin fond des hôpitaux, le développement durable était une thématique qui était très très loin de mes préoccupations. Et à vrai dire, je n'avais ni l'envie ni le temps d'y participer. Mais à ma grande surprise, le concours était devenu obligatoire cette année-là. Je me suis donc attelée au sujet
J'ai fini par m'amuser à créer une stratégie qui faisait sens pour les autres. Et j'ai gagné ce concours. Cela a été mon second déclic. Ce que je recherchais, ce qui me manquait, était de travailler pour quelque chose qui faisait sens pour moi. Et ce qui faisait sens pour moi était d'aider les autres. Et plus particulièrement, les personnes que j'aimais profondément. Et je pensais notamment à ma famille qui était restée au Cambodge. Pourtant, après mes études, je me suis encore laissée porter par le travail. Jusqu'au jour où j'ai eu, et oui, encore un, mon troisième déclic. L'un des professeurs de médecine avec qui j'avais l'habitude de travailler m'a pris un jour entre quatre yeux et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fous là, Evelyne ?» Ces mots résonnent encore dans ma tête aujourd'hui, un peu comme un point de non-retour. Et je ne sais pas s'il y a eu un alignement des planètes ou des étoiles, mais la semaine suivante, je reçois dans ma boîte mail une offre de formation aux États-Unis en entrepreneuriat social. C'était à Philadelphie, plus précisément à l'Université de Pennsylvanie, qui avait été fondée par Benjamin Franklin. Et moi, Benjamin Franklin, c'est quelqu'un que j'adore depuis mes 9 ans. J'y ai vu un signe, j'étais obligée d'y aller. J'ai donc tout lâché pour passer 1 an de ma vie entre Lille et Philadelphie, au milieu d'entrepreneurs sociaux qui voulaient changer le monde à leur échelle. Et je me suis enfin sentie chez moi. Ce qui me plaît, et me plaira toujours en entrepreneuriat social, c'est que pour moi, il s'agit d'entraide et de challenge. Car pour réussir à atteindre ces objectifs de mission sociale, il faut en permanence créer de la valeur. Or, qui dit création de valeur, dit réponse innovante aux exigences voulues par les usagers, mais également atteinte de sa propre autonomie financière pour réussir à pérenniser le modèle et surtout prévoir les montées d'échelle pour encore plus d'impact positif. Bref, les mêmes règles qu'en business classique, mais avec tous les efforts de notre équipe et ceux de l'ensemble de nos partenaires tournés vers un seul et même objectif, notre impact social. La question que j'ai traitée là-bas et que je voulais vraiment poser au cœur de mon projet d'entreprise sociale était comment faciliter et sécuriser l'accès aux soins et aux médicaments des populations vulnérables dans les pays en voie de développement. C'est une problématique qui touche des proches que j'aime et que je retrouvais beaucoup lors de mes différents voyages dans le monde. À la fin de l'année, mes plans ont été validés par les meilleurs experts. J'étais prête à lancer ma stratégie à un détail près. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de renoncer à quelque chose qui était important pour vous, pour quelqu'un qui était tout aussi important? C'est ce qui m'est arrivé. Avant de me lancer, mon père m'a demandé si je devais partir dans des pays en voie de développement pour suivre mes plans. Je lui réponds « Oui, papa ». Il me dit « S'il te plaît, reste ». Et parce que c'était lui, j'ai accepté. Me voilà donc revenue en France. Il me fallait un nouveau plan. Et à force de tourner et de retourner mes expériences et mon projet dans tous les sens, je me suis souvenue de quelque chose. Lorsque je travaillais à l'hôpital, je voyais souvent arriver des personnes
en situation de vulnérabilité et incapables de s'exprimer en français, venir chercher seuls leur traitement en pharmacie. Le fait est que lorsqu'un patient étranger arrivait, des rires gênés pouvaient fuser au sein de l'équipe. Le ton pouvait être agacé devant le temps perdu et face à l'incompréhension perceptible dans le regard du patient. J'étais souvent l'une des seules à pouvoir parler anglais dans l'équipe, et donc on venait me chercher pour débloquer la situation. Mais que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, il m'est difficile de jeter la pierre à mes anciens collègues, car au fond, je comprenais leur réaction. À quel point leur rire cachait leur frustration de ne pouvoir communiquer seul avec ses patients et de pouvoir les aider comme ils le feraient avec n'importe quel autre. Alors, j'ai eu une idée. Créer une application qui permettrait non seulement aux patients et aux professionnels de santé de communiquer seuls leurs informations essentielles en santé lorsqu'il existe des barrières de la langue, mais également permettre d'accompagner ces patients tout le long de leur parcours de soins. Et pour mon projet vers les pays en voie de développement, je n'ai toujours pas abandonné. Car l'objectif est toujours resté le même. Il s'agit toujours de faciliter et de sécuriser l'accès aux soins des personnes, qu'elles soient en France ou à l'étranger, qu'elles soient dans un pays dit développé ou en voie de développement. Ce projet, aujourd'hui, c'est près d'1 million d'euros qui seront investis à titre personnel et grâce à l'aide de partenaires qui ont bien voulu me faire confiance. C'est un cercle de mentors chevronnés que je respecte profondément. Ce sont des réseaux multiples constitués en France et à l'international. Ce sont 6 ans de développement, sans jamais rien lâcher. Et une première partie du projet qui sera normalement lancée d'ici la fin de l'année. Mais je vois surtout une solution qui pourrait aider toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont raconté leurs déboires lorsqu'elles avaient un problème de santé à l'étranger. Je vois surtout une solution qui pourrait à terme aider les 100 millions de personnes à travers le monde qui sont aujourd'hui forcées de se déplacer ou de fuir leur pays. Mes parents ont, à une époque, été obligés de se déplacer. La France les a accueillis, m'a formée. Et j'ai toujours eu pleinement conscience de ma chance. Ce projet, c'est aussi parce que je veux rendre ce qui m'a été donné. Merci.